le labyrinthe, empruntant le chemin de l'Arche. Auriez-vous l'amabilité de me laisser me livrer à un acte de spéculation sauvage pour tenter de relier quelques points, même s'ils restent fantaisistes, de poser une simple question et voir où cela mène. Cela peut s'avérer utile par la suite, mais rappelez-vous que ce n'est que de la spéculation pour l'instant. Se pourrait-il qu'il y ait une cathédrale en Antarctique? Nous avons une énigme grandissante, un puzzle qui se forme sous nos yeux. Quel est le lien entre l'eau, le son et les courants telluriques et leur relation à ces structures médiévales? Se pourrait-il que le baptême est une histoire perdue ou cachée et que les eaux vives étaient vraiment réparatrices et guérissantes? Ou que les agriculteurs monastiques utilisaient en fait l'électroculture pour cultiver leurs récoltes? Ou peut-être que cela a toujours été l'un des secrets les mieux gardés, comme le suggèrent nos écrivains français au sujet des alchimistes initiés. Le chemin de l'Arche. Architecture est un mot intéressant, qui vient du grec architecton, qui se traduit directement par chef ou maître d'œuvre, archi ou archon signifiant chef et tectum signifiant bâtisseur. Mais ce qui est très pertinent, c'est la présence du mot arche dans architecture, car c'est le maître d'œuvre qui construit, dans le langage des arches arrondies, des arches ogivales pointues, des arches paraboliques. Et qu'en est-il du plus grand des maîtres d'œuvre, le Seigneur Dieu de ce monde dans lequel nous nous trouvons? Il construit aussi dans la langue des arches. De notre point de vue, l'hémisphère céleste au-dessus prend la forme d'une arche ou d'un arc, les luminaires se levant à l'est et se couchant à l'ouest. Où que nous allions dans le monde, l'arche céleste tourne autour de nos têtes. Et le plus beau des arches, cette vie est ce monde le plus compliqué des labyrinthes. L'un des aspects les plus frappants de l'architecture du vieux monde est sa relation au soleil et aux étoiles. La majorité des structures ecclésiastiques médiévales sont alignées de manière cardinale. Le chœur est délibérément situé à l'est et la nef à l'ouest. Pourquoi? Dans la cathédrale de Chartres, au solstice d'été, à midi précise, un rayon de soleil traverse un petit espace dans le vitrail et frappe une pierre particulière du transept. Pourquoi? Il y a aussi une longue histoire d'astronomes utilisant les cathédrales pour construire un méridien, une ligne de longitude qui va du sud au nord, dans un grand espace sombre dans un bâtiment avec un trou dans le toit, qui permet de suivre le déplacement de la position du soleil à midi. Il semble que presque toutes les civilisations et cultures ont, à un moment ou à un autre de l'histoire, construit leur structure de façon à ce qu'elles s'alignent sur le soleil et les étoiles. Il y a les obélisques égyptiens, qui ne sont en fait que d'immenses cadrans solaires. Les pyramides avec des chambres qui s'alignent sur les cieux, selon des caractéristiques architecturales qui projettent des ombres spécifiques à des jours précis. Des espaces et des monticules qui interagissent avec les solstices. Des temples qui dansent avec les équinoxes. Et peut-être que les cathédrales médiévales interagissent avec le soleil et les étoiles d'une manière pas encore reconnue. Les flèches agissent-elles comme d'immenses cadrans solaires, ou y a-t-il d'autres astuces de ce genre, qui projettent des ombres et des lumières particulières à des heures et des dates précises? Les cathédrales s'alignent-elles sur des constellations particulières, et pourquoi tant de structures dans le monde entier, de toutes les époques et dans toutes les sociétés, s'alignent sur les luminaires? Était-elle avant tout un moyen de suivre le temps et de tenir des calendriers, ou nos ancêtres surveillaient-ils ou observaient-ils autre chose? Que de bonnes questions. Le problème est de savoir si nous n'avons reçu que la moitié de l'histoire, ou moins. Se pourrait-il qu'il y ait une cathédrale en Antarctique? Bien, cela dépend de la façon dont vous définissez une cathédrale. Si une cathédrale est une église qui contient le siège d'un évêque et sert de centre pour un diocèse, alors non, il n'y en a pas en Antarctique.
Si une cathédrale est un espace géométrique creux pour que les vibrations musicales de l'orgue et des cloches puissent danser en communion, alors non, il n'y en a pas. Si une cathédrale est un lieu pour l'adoration de Dieu, alors peut-être qu'il y en a une, peut-être seulement, et cela dépend de quel Dieu il s'agit. Mais si nous adoptons une autre définition, celle de la cathédrale en tant qu'observatoire astronomique, un espace pour surveiller et suivre les mouvements de tout ce qui est céleste, alors oui, il pourrait très bien y avoir une cathédrale en Antarctique. Elle est juste là. Ne pouvez-vous pas la voir? Non, bien sûr, parce qu'elle est enterrée sous vos pieds. L'ice Cube, qui atteint une profondeur de 2500 mètres et qui s'étend sur 1 km3 d'espace. L'Ice Cube est un télescope souterrain pour l'observation des neutrinos. C'est une expérience validée par le CERN et sa fonction est de rechercher des neutrinos. Les neutrinos sont des particules presque sans masse, sans charge électrique, et qui voyagent de leur source à la Terre sans être perturbés par les champs magnétiques. L'Ice Cube travaille également à la détection, à la surveillance et à la compréhension des averses d'air provenant des rayons cosmiques primaires. Les rayons cosmiques sont les particules les plus chargées en énergie jamais observées et proviennent principalement de notre Soleil, et ces particules peuvent traverser le sol. En fait, il existe de nombreux types de rayons ou de flux de particules chargées qui proviennent du Soleil, tels que les vents solaires, qui influencent également l'activité à la surface de la Terre. Le vent solaire joue un rôle clé dans la génération des courants telluriques. Mais avant que la religion de la science ne cherchait à construire ces cathédrales astronomiques sous les déserts de glace de l'Antarctique, et que les prêtres des laboratoires vénéraient leurs dieux particules sous terre, d'autres parlaient de ces rayons et de ces vents. Le Soleil est né du feu. Le feu est l'âme du grand tout. Ces atomes élémentaires qui se déversent et qui ruissellent continuellement sur le monde en courants infinis, et au point d'intersection de ces courants dans les cieux, ils produisent de la lumière. À leur point d'intersection dans la Terre, ils produisent de l'or. La lumière et l'or, c'est la même chose. Le feu dans son état concret. La différence entre le visible et le palpable, le fluide et le solide, de la vapeur à la glace, c'est tout. Les rayons cosmiques ont été découverts au début du XXe siècle, et le vent solaire en 1957. Mais dans son roman, 100 ans avant cela, en 1830, il semble que Victor Hugo connaissait déjà très bien ces particules élémentaires qui se déversent et qui ruissellent continuellement sur le monde en courants infinis. Il appelle ces courants le feu, l'âme du grand tout. Et selon Hugo, ce feu est non seulement responsable de la naissance du Soleil, mais lorsque les courants de ce feu s'entrecroisent au-dessus, ils créent de la lumière ou des étoiles, et lorsqu'ils entrent en collision au sein de la Terre, ils produisent un métal, l'or. Hugo ne nous dit pas seulement qu'il existe un lien inextricable entre les courants cosmiques d'en haut et ceux d'en bas, mais ses propos sur la production de l'or sont aussi en avance sur leur temps, car les scientifiques savent aujourd'hui qu'il existe une corrélation directe entre la fusion nucléaire, les rayons cosmiques et la transmutation des métaux. Ils peuvent même produire de l'or artificiellement dans des réacteurs nucléaires et des réacteurs tokamak. En fait, l'alchimie n'a jamais cessé. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les cathédrales ? L'Ice Cube en Antarctique n'est pas le seul observatoire astronomique souterrain. Il y a le SEJ en Russie, il y a le LNGS, le plus grand centre de recherche souterrain au monde, est situé sous le mont Gran Sasso en Italie. Il y a des détecteurs de neutrinos à 700 mètres dans la mine Soudan au Minnesota. Et l'objectif est toujours plus profond et plus grand.
Actuellement en construction, le Sapele, dans l'état de Victoria en Australie, s'aventurera à près de 900 mètres sous terre. Et dans la petite ville de Lead, sous les collines noires du Dakota du Sud, il y a Dune. Vous y descendez en 10 minutes dans un puits de mine via une cage d'extraction qui plonge 1,8 km plus bas, plus profond qu'une pile de 3 Empire State Building, à l'intérieur de Dune. Et la cage s'ouvre alors sur une caverne de la taille d'une cathédrale, se prélassant sous la lumière blanche fluorescente caractéristique des laboratoires de recherche. À l'intérieur de cette caverne se trouve un réservoir de 330 000 litres d'eau. Et à l'intérieur du réservoir, une fiole en titane est suspendue comme une cloche à une structure à 3 pieds. Un réservoir d'eau géant. Pourquoi ? Regardez l'observatoire de Kamioka qui se trouve sous le mont Kenner au Japon. 50 220 tonnes d'eau ultra pure. Nombre de ces détecteurs ne sont que des réservoirs géants remplis d'eau purifiée et recouverts de tubes photomultiplicateurs sensibles, qui sont en fait des appareils photo conçus pour capturer l'insaisissable flash bleu produit par le rayonnement Cherenkov. De temps en temps, lorsque ces particules traversent la Terre, un neutrino s'écrase sur un électron, dont découle un flux de particules spécifiques. Si l'accident se produit dans un matériau où les particules peuvent s'y déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, elles émettent une traînée de lumière bleue, connue sous le nom de rayonnement Cherenkov. Mais pour pouvoir détecter cet événement rare et aléatoire, les scientifiques et les ingénieurs ont besoin d'un matériau qui soit à la fois bourré d'électrons et transparent à la lumière pour que le rayonnement Cherenkov puisse être observé. Donc, qu'est-ce qui est à la fois dense, transparent et disponible en grande quantité sur notre Terre? L'eau. C'est pour ça que l'Ice Cube est situé en Antarctique. L'air glacé est particulièrement transparent et suffisamment clair pour qu'il puisse observer la lumière de Cherenkov. Et quelle belle couleur mystique! Une teinte d'un bleu vraiment profond, que certains décrivent même comme le bleu de Chartres, la lumière céleste dans l'eau. Et en effet, les litanies nous enseignent que la Vierge est le vase qui contient l'esprit des choses, vase spirituel. Sur la table, à la hauteur de la poitrine du Magi, il y a d'un côté un livre ou une série de pages ou de plaques d'or, et de l'autre côté, un vase rempli d'une liqueur astrale céleste, composé d'un tiers de miel sauvage, d'un tiers d'eau terrestre, et d'un tiers d'eau céleste. Le secret, le mystère, réside dans le vase. Les paroles énigmatiques de Falconelli sur les relations entre l'alchimie et les cathédrales sont particulièrement intéressantes. Qu'est-ce que ce vase plein de liqueur astrale céleste, qui est composé d'une partie d'eau terrestre et d'une autre partie d'eau céleste? Il précise qu'il s'agit d'un élément occulte, d'un feu secret qui, pour donner une idée de sa forme, ressemble plus à de l'eau qu'à une flamme. Ce feu, ou cette eau ardente, est une étincelle vitale communiquée par le Créateur à la matière inerte. C'est l'esprit contenu dans les choses. Le rayon igné, impérissable, emprisonné au fond de la substance obscure, informe et frigide. Tout comme Victor Hugo nous dit que le soleil naît des courants infinis, ce qu'il appelle le feu, l'âme du grand tout, Falconelli utilise aussi ce terme spécifique, le feu. Il l'appelle l'eau ardente, l'esprit contenu dans chaque chose et communiqué par le Créateur, et qui est formé par une roche ignée ou rayon ardent, emprisonné dans l'obscurité sans forme, composé de rayons ardents similaires aux particules des rayons cosmiques.
Falconelli redirige ensuite son lecteur vers la consultation d'un texte anonyme, les préceptes du Père Abraham, pour en savoir plus. Cette eau primitive et céleste doit être puisée dans le corps où elle réside. Les philosophes ont donné tant de noms à cette eau, et elle est le solvant universel, la vie et la santé de toute chose. Les philosophes disent que le soleil et la lune se baignent dans cette eau et qu'ils s'y dissolvent. Celle-ci étant leur origine première, c'est par cette résolution que l'on dit qu'ils meurent, mais que leurs esprits sont portés sur les eaux de cette mer où ils sont enterrés. Encore une fois, nous avons une image de l'eau céleste et de sa relation inextricable avec les luminaires. Les eaux transportent, puis enterrent les esprits, ou les courants, qui créent le soleil et la lune, la lumière céleste. Les anciens connaissaient-ils non seulement les courants telluriques, la vouivre, qui serpente sous la surface de la Terre, mais aussi le rayonnement Cherenkov, ou ce que nous appellerons désormais les eaux ardentes. Ce rayonnement électromagnétique émis lorsque les particules chargées traversent l'eau, l'illuminant de bleu. Est-ce la raison pour laquelle de nombreuses cathédrales ont été construites sur d'anciens monticules celtiques et s'enfoncent profondément sous terre, parfois avec des couches de cryptes, de tunnels et de puits d'eau profonds? Les alchimistes d'antan observaient-ils et étudiaient-ils les phénomènes astronomiques sous la terre, ainsi qu'au-dessus? La principale raison pour laquelle les scientifiques ont construit leurs détecteurs de neutrinos si profondément sous terre ou sous l'eau est pour bloquer les radiations cosmiques. Tout comme nous ne pouvons pas voir les étoiles pendant la journée à cause de la lumière du soleil, le rayonnement cosmique agit de la même manière, empêchant la détection des interactions des neutrinos. Construire un détecteur sous un rocher ou sous l'eau permet aux scientifiques de séparer l'interaction des neutrinos des radiations. C'est une forme de distillation qui n'est pas si éloignée de la protoscience des alchimistes médiévaux, dont les activités se concentraient sur la séparation et l'isolement de différentes substances et produits chimiques. Pourquoi nos ancêtres antiques et médiévaux n'auraient-ils pas eu connaissance des courants telluriques et n'auraient pas activement étudié et observé l'activité astronomique de la Terre? Peut-être ont-ils été témoins des eaux ardentes et ont compris qu'ils avaient vu la main de Dieu. Est-ce réellement si incroyable et grotesque que les personnes responsables de la conception, de la construction et de la structure de ces chefs-d'œuvre géométriques étudiaient également les courants astronomiques au-dessus et en dessous? Dans les années 1600, Athanasius Kircher a étudié les forces qui s'exercent sous nos pieds et a publié une étude, Mundus Subterraneus, dans laquelle il prétend qu'il existait des systèmes d'air, de feu et d'eau entrelacés à l'intérieur de la Terre. Ces diagrammes et ces explications qui cartographient ces courants souterrains et ces systèmes d'énergie sont très précis et complets. Était-il le seul à le faire? Peut-être ne pourrons-nous jamais vraiment comprendre l'espace s'il n'y a pas une compréhension commune du céleste en haut et du céleste en bas. Peut-être que le véritable espace est un système naturel de courants à l'intérieur de la Terre elle-même, et ce que nous voyons en haut n'est qu'une simple projection, une sorte de miroir. Est-ce une coïncidence que le noyau interne de la Terre est aussi chaud que le Soleil en haut, comme s'il y avait deux soleils, l'un au-dessus et l'autre en dessous? Peut-être n'avons-nous reçu que la moitié de l'histoire de l'espace céleste. Et pourquoi toutes les civilisations, à travers l'histoire, quelle que soit leur culture ou leur géographie, ont souvent construit des structures pour s'aligner sur le soleil et les étoiles au-dessus de nous? Ces structures pourraient-elles également s'aligner sur le monde céleste du dessous? Aurait-il pu observer et surveiller l'activité des courants telluriques ou d'autres systèmes énergétiques sous leurs pieds? Cela leur a-t-il permis une meilleure compréhension de ce qui se passait au-dessus de leur tête? Est-ce que l'étude de ce qui se passe en dessous les a-t-il aidés à comprendre le changement de position du Soleil au cours des décennies et des siècles? Ou les a-t-elle aidés à comprendre ou à se préparer à quelque chose d'autre?
quelque chose de plus grand. Notre-Dame sous la terre, la Vierge. Fulcanelli affirme que la Vierge est un vase contenant les eaux ardentes ou la liqueur astrale céleste. Il est intéressant de noter que Sharp-Intel utilise également une imagerie similaire lorsqu'il affirme que la première chose à faire était évidemment de tracer les courants jusqu'à leur source dans la Terre elle-même, dans la caverne, ou encore par l'utilisation de l'eau, qui en était imprégnée. Une fois de plus, nous avons l'image d'une eau venant des profondeurs de la Terre, imprégnée d'un courant ou d'une substance céleste. La Vierge, la Madone noire. Traditionnellement sculptée dans un type de bois, elle s'est considérablement assombrie avec le temps, nous dit-on. Mais il y a une autre histoire qui fournit un autre type d'origine. Les érudits l'ont fait remonter aux Celtes et aux Druides, mais si l'original de la statue de Chartres et d'autres cathédrales médiévales date de l'époque druidique, il ne peut s'agir d'une représentation de la Vierge Marie que nous connaissons aujourd'hui. Non, car voyez-vous, les Celtes n'ont jamais représenté leur Dieu sous forme humaine. Ces statues ne sont pas les originaux. Qu'arrive-t-il au bois humide lorsqu'il est soumis à un fort courant électrique? Quelle couleur prend-il? La prochaine jonction, 4 portes, 4 différentes options. Mais avant, l'électricité. Il est intéressant d'envisager l'idée que nous n'étions peut-être pas censés utiliser l'électricité comme nous l'avons fait. Tout comme le soleil, l'électricité est également née de ce formidable feu, cette âme du grand tout. Et peut-être qu'elle était censée rester exclusivement au royaume céleste et non exploitée par l'homme pour sa propre évolution. Si l'électricité fait partie de cette étincelle vitale communiquée par le Créateur à la matière inerte, cela signifie qu'elle appartient au domaine spirituel. Et si nos ancêtres étudiaient les courants telluriques et les eaux ardentes sous leurs pieds, c'est peut-être pour cela qu'ils l'ont fait dans la maison de Dieu. L'électricité peut établir une connexion. Comment savons-nous qu'en utilisant l'électricité, nous n'avons pas ouvert une brèche dans le tissu qui sépare notre monde du monde spirituel? Et comment savoir si nous n'avons pas établi une connexion avec un royaume que nous ne comprenons pas bien, un royaume composé d'entités dont nous ne comprenons pas les intentions, des entités qui ont pu utiliser cette connexion pour commencer à développer leur propre intelligence artificielle? Peut-être que l'électricité a toujours été censée être conservée dans les maisons de Dieu, où elle pouvait être gardée en sécurité par les adeptes et les initiés. C'est peut-être la raison pour laquelle notre monde est tel qu'il est aujourd'hui. Mais je digresse. Retour aux 4 portes. Nous avons 4 options différentes. Et je pense que cette fois-ci, je vais choisir.